Welcome, Dr. William Davis. No wheat, no grains, no sugars. I think most of you are pretty solid on that already. Remember, grains are seeds of grasses, as Dr. Gundry pointed out, and humans simply don't have the digestive machinery to break down the seeds of grasses, not the roots, not the stalks, and not the seeds. You know, we try to make healthy food that's clean, that's really easy to make, and very delicious. But the book has no gluten, dairy, no allergens, I love it. no sugar. In 2013, I published Grain Brain, emphasizing the powerfully detrimental role of gluten, carbohydrates, and sugar, both in terms of overall health and specifically brain health. Depuis 2010, des livres à succès ont commencé à diffuser le credo selon lequel le gluten, présent dans le blé, l'orge et le seigle, est un véritable poison. De nombreuses célébrités ont adopté un régime sans gluten et l'ont fait savoir à leurs fans. Sounds like you've become a bit of a campaigner. Yeah. Everybody, please consider doing tests for intolerance of the food. Gluten is good, but maybe not good for you. La réaction ne tarda pas à arriver. Selon des statistiques récentes, jusqu'à 25% des adultes américains évitent le gluten dans leur alimentation. En Europe, de 8 à 15% de la population fait de même. Propulsé par un engouement sans précédent dans l'histoire humaine, le marché mondial du sans gluten a dépassé les 15 milliards d'euros en 2018 et progresse de façon exponentielle. I'm a gluten-free person. Now it's 5 years. I passed in some doctors, and then the doctor said that it's good for your health because gluten can even, if you stop eating, can prevent your hair fall or your intestine goes better. Even prevent maybe cancer or some other disease. My partner has a lot of food allergies. Gluten is the main one, and it's just nice to come somewhere and know that everything is at the very least gluten-free. I certainly understand that it's less toxic to your digestion, and certainly that is necessary for children, young kids. I feel like I have a little bit more energy with gluten-free. Just the whole change in the diet, I think, is just the different food choices I'm making. Das ganze Thema glutenfrei ist in den letzten Jahren von einem Trend wie eine Welle erfasst worden. Di questa sensibilità al glutine se ne parla molto, ma un business super miliardario basato su questo, inventando la parola malattia, ha bisogno ancora di essere valutato molto criticamente. La diabolisation du gluten n'est-elle qu'une mode créée par le marketing? Ou alors le blé, aliment de base de notre civilisation, s'est-il transformé en poison? Le blé n'est-il plus le bon vieux grain que nous mangeons depuis 10 000 ans? Et s'il ne l'est plus, pourquoi? Depuis des temps immémoriaux, le blé fait partie des aliments de base de l'humanité. Il est le fondement même des premières civilisations. Mais de nos jours, pour un nombre croissant de personnes, il semble être devenu toxique. Jusqu'à 2,5% de la population mondiale souffre de la maladie cœliaque, une maladie très grave. Pour eux, le gluten, provenant de céréales aussi communes que le blé, l'orge et le seigle, mais aussi l'épeautre et le kamut, peut être mortel. De plus, une multitude croissante de personnes non cœliaques essaient activement d'éviter le gluten dans l'alimentation. Ils déplorent un éventail incroyable de symptômes, des problèmes gastro-intestinaux à la fatigue, du brouillard cérébral aux douleurs articulaires, ou pire. Entre les personnes allergiques au blé, la maladie cœliaque et la sensibilité au gluten, une épidémie mondiale silencieuse est en cours. En réalité, ce qui provoque ce tsunami soudain de cas de sensibilité à ces céréales reste inconnu. Comment se fait-il que tout d'un coup, tant d'individus ne puissent plus tolérer les grains hautement nutritifs du blé?
des changements récents dans nos habitudes alimentaires ou notre mode de vie auraient-ils déclenché l'épidémie? Le gluten n'est pas présent en tant que tel dans les céréales. Il s'agit de l'un des premiers produits transformés de l'humanité, car il se forme en mélangeant de la farine avec de l'eau. In realtà dentro il seme non c'è il glutine, ci sono due classi di proteine che si chiamano gliadine e glutenine. Le glutenine sono dei bastoncini, le gliadine sono delle palline. Nel momento in cui io alla farina, dopo che ho macinato, aggiungo l'acqua e comincio a impastare, quindi aggiungo acqua e forza meccanica, che cosa succede? I bastoncini si attaccano alle palline e viceversa, come una specie di gioco, come se fossero calamitati. Si crea questa struttura proteica che si chiama appunto glutine. Le gluten est un magicien. Il est capable de piéger le dioxyde de carbone généré par la fermentation, ce qui ajoute du volume et de la légèreté au pain. De plus, en retenant les granules d'amidon de la farine, il rend les pâtes résistantes à la cuisson. Ces qualités ont fait du blé, première céréale en teneur de gluten, l'aliment le plus consommé au monde. Il fournit environ 20% des calories mondiales. Mais le gluten a deux faces, préviennent les scientifiques. Alessio Fasano est un gastro-entérologue du Massachusetts General Hospital et l'un des plus grands experts mondiaux de la maladie cœliaque. Gluten is a protein from food, and therefore it should be digested and made use of as we do with all the other proteins for nutritional sources. Unfortunately, that's not the case. We are capable to do this with everything that we eat, but one protein, and that's gluten. The best that we can do is to digest in these pieces, but not complete digestion, and therefore you have these undigested peptides. Cependant, la conséquence de l'ingestion de gluten pour les personnes en bonne santé est juste un ralentissement de la digestion. La maladie cœliaque a été observée pour la première fois au IIe siècle après Jésus-Christ. Mais c'est seulement dans les années 60 que le gluten a été identifié comme coupable. Pour les cœliaques, une seule miette de pain peut déclencher une réaction immunitaire capable d'endommager les surfaces délicates de l'intestin grêle. Questi sono dei villi intestinali perfettamente normali, con questa meravigliosa ramificazione, capaci di idrolizzare la maggior parte degli alimenti che noi ingeriamo giorno per giorno, senza dare reazioni speciali. Passiamo adesso a vedere i vari gradi di lesione intestinale indotti dalla presenza del glutine in un soggetto celiaco. Questo segno di infiltrazione è già il segnale che il glutine è stato riconosciuto e comincia a dare un'infiammazione nella zona dell'epitelio intestinale. Da questa infiammazione si può progredire o non progredire verso il danno più severo. Les céréales sont entrées dans notre alimentation lorsque l'humanité a découvert l'agriculture et a commencé à cultiver du blé dans le croissant fertile du Moyen-Orient il y a 10 000 ans. La coopération entre l'humanité et le blé a été extrêmement fructueuse pour les deux partenaires. Chaque partie a évolué avec l'autre. Chaque partie a aidé l'autre à se reproduire et à se multiplier. Le broyage du blé pour obtenir de la farine est l'un des premiers actes de transformation de la nature. Le pain est sacré. Il est cité dans une prière chrétienne. « Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour ». Sans pain, une bonne partie de l'humanité serait morte de faim. Le consommer serait-il une erreur de l'évolution, comme certains le croient? Le gluten est-il le poison produit par les herbes pour détruire leurs prédateurs humains? De nombreux produits alimentaires quotidiens contiennent des toxines naturelles comme mécanisme de défense. Le gluten est-il vraiment si différent et plus toxique? And that's where the confusion is. Very few people will lead to a clinical outcome. The vast majority of people will have this process dealt with without being
aware about this entire ordeal. Why? Because you don't go to the last step, that is the inflammation that creates, the clinical outcome. Going from the fact that gluten does this kind of stuff to our immune system and therefore can create issues, to the fact that because of that, we all need to go gluten-free, otherwise we will be extinct as a species, it is really an overstatement. Comment savoir si j'ai la maladie cœliaque? Quels en sont les symptômes? So until the recent past, celiac disease was not clear if it was a gluten reaction or sensitivity to foodstuff. But now we know that this is an autoimmune disease. The main symptoms are gastrointestinal symptoms like irregular bowel movements, abdominal pain, bloating, weight loss. And this has been, for many years, our understanding of celiac disease clinical presentation. Now we know that there is an array of symptoms that goes outside of the GI tract to the point in which it's now defined as a systemic disease. There is no organ or tissue in our body that is spared. In realtà noi sappiamo che più di 200 sintomi e problemi clinici possono essere associati alla malattia. I più frequenti sono una cinquantina, però conviene cercare sempre la celiachia, in qualsiasi persona stia poco bene. It's a recipe with at least 2 ingredients: genetic predisposition and an environmental trigger that is mismanaged by your immune system because of this genetic, susceptibility. Quelle est la spécificité génétique qui prédispose à la maladie cœliaque? À Naples, Luigi Greco et son équipe ont tenté de résoudre ce casse-tête. La réponse peut être trouvée dans la préhistoire. Partis de Mésopotamie, les agriculteurs et le blé se sont disséminés vers le nord. I neolitici è la popolazione che ha scoperto l'agricoltura. E in Europa c'erano cacciatori e raccoglitori. Boschi, caccia, si raccoglievano radici, tuberi, ma l'alimentazione era sostanzialmente non vegetariana. E queste persone avevano un sistema di difesa immunitario che li proteggevano dalle malattie. Cioè in pratica si selezionavano le persone, i popoli che avevano una maggior frequenza di questi geni, per cui i mesolitici, non adattandosi alla gestione di questa nuova proteina, ne hanno sviluppato una patologia. Les patients cœliaques seraient les reliques génétiques des indigènes européens dont les gènes ne se seraient pas adaptés au nouveau régime basé sur les céréales apportées par la population néolithique. Mais le nombre de personnes atteintes de la maladie cœliaque est aujourd'hui 4 fois plus élevé que dans les années 50. These epidemiological studies have showed that, the disease is increasing over time in a time frame that is too short to blame genetic mutation to be responsible for these epidemics. Puisque les gènes seuls ne peuvent pas avoir provoqué cette augmentation, des facteurs liés à l'environnement doivent être en jeu. Qui plus est, une nouvelle affection semble être sortie de nulle part. La sensibilité non cœliaque au gluten. There is this new kids on the block that is non-celiac gluten sensitivity, in which you don't have an autoimmune response, like in celiac disease. You don't have an allergic response, as in with allergy, but there's another immune response that leads to inflammation without damaging your intestine, giving symptoms that are completely overlapping with celiac disease. La sensibilité non cœliaque au gluten est entourée de mystères. Les scientifiques sont encore à la recherche d'un test pour la diagnostiquer. Même si elle est déclenchée par l'ingestion de céréales contenant du gluten, la substance qui la provoque n'a pas été identifiée avec certitude. Pourtant, un sondage récent de l'université de Sheffield a révélé que sur un échantillon de 1000 personnes, celles qui se déclarent sensibles au gluten ont augmenté de plus de 250% en 3 ans. La sensibilité autodéclarée au gluten était de 12,9% en 2012 contre 32,8% en 2015. Il ne peut pas s'agir d'autosuggestion. Un nombre grandissant de personnes se plaint de symptômes gastro-intestinaux et autres. Ces problèmes disparaissent quand elles ne mangent pas de gluten et réapparaissent quand elles en consomment. Les gènes n'ont pas d'incidence sur cette question. Il doit forcément s'agir d'un déclencheur lié à l'environnement.
Pourtant, le gluten n'est pas une nouveauté dans l'alimentation humaine. Est-ce la quantité de gluten dans le blé qui a augmenté dans la période où le nombre d'intolérants a explosé? Pour comprendre si le blé moderne est différent du blé que nous avons mangé pendant des siècles, nous rencontrons un des plus grands experts de céréales, Giovanni Dinelli, professeur d'agronomie à l'Université de Bologne. Questi 5 sono frumenti cosiddetti antichi pre-rivoluzione, si distinguono perché sono piante più alte rispetto a questi che invece sono dei frumenti moderni, post-rivoluzione, che coltiviamo attualmente in Italia e nel mondo. Pourquoi était-il nécessaire de réduire la taille des plants de blé? Durante la Seconda Guerra Mondiale le grandi multinazionali della chimica devono produrre i 2 elementi chiave per fare le bombe, no? Nitrato, perché dal nitrato si fanno tutti gli esplosivi, e poi dall'altra parte si usa il fosfato, perché col fosfato si fanno le bombe incendiarie. Quindi tutta la chimica lavora per cercare di produrre questi elementi, lo fanno in Germania, lo fanno negli Stati Uniti e lo fanno in Giappone. Questo cosa fa? Fa sì che quando finisce la guerra, per dirlo in parole povere, queste multinazionali della chimica hanno una valanga di nitrato che non sanno dove mettere, no? È una valanga di fosfato, no? Finita la guerra e non si fanno più le bombe, si comincia a pensare di usarli come concimi. Miracle de la chimie, les produits pour fabriquer des bombes et des explosifs sont recyclés pour faire pousser de la nourriture. E quindi arrivano questi in agricoltura. Però cosa succede? Succede che molte delle varietà dell'epoca, come appunto nel caso del frumento, ma uguale per il riso, anche il riso erano piante alte 1,40 m, non rispondono. Les anciennes variétés ne répondent pas? Qu'est-ce que ça veut dire? Quando le vado a concimare, invece che produrre di più, producono di meno, perché questo concime entra nel loro culmo, che è questa parte, e glielo rende molto fragile. Quando la spiga comincia a formarsi, comincia ad appesantirsi, la pianta alletta, cioè cade, e quindi si perde in produzione. I primi frumenti nani vengono da questo programma genetico portato avanti al CIMMYT, che è un istituto nel Messico, su fondi stanziati da una fondazione privata che è la Rockefeller Foundation. A capo di questo programma viene messo questo Norman Borlaug, che vincerà poi il premio Nobel per la pace nel 70, il quale, ottenne poi le prime varietà nane, la Sonora 64 e altre ancora, che poi hanno rappresentato la base genetica per tutte quelle varietà. Over here, of course, are many new varieties of Mexican wheat that are in final stages of testing. Ovviamente questo lo si è potuto fare perché poi con la Seconda Guerra Mondiale non solo sono arrivati i concimi di sintesi, ma sono arrivati anche i pesticidi, che prima non c'erano, perché ovviamente una varietà così piccola, a taglia nana, ovviamente è poco competitiva nei confronti delle infestanti, e quindi oltre che dargli il concime, dopo devo dargli anche l'erbicida per controllare le infestanti. La Révolution verte inaugure l'industrialisation de l'agriculture. Pour la première fois, des machines et des produits chimiques sont utilisés pour faire pousser nos aliments. Une nouvelle variété naine de blé sort d'un laboratoire de recherche. Mais la quantité de gluten a-t-elle augmenté dans les nouvelles variétés? Qui generalmente la percentuale di glutine sul totale è intorno al 30%, lì si va dal 15 al 25%, quindi le vecchie varietà hanno più glutine, ma è diversa la qualità del glutine. Contrairement à ce qu'on répète souvent, la quantité de gluten dans le blé moderne a chuté. Mais une autre qualité du blé a bien été renforcée. Voi immaginate il glutine come un elastico, il lavoro che io devo applicare affinché si rompa indica la forza del glutine. Si usa un parametro che si chiama W, che esprime in joule sostanzialmente quanto lavoro devo compiere per spaccare questa struttura elastica. Les variétés anciennes de blé ont une ténacité qui varie entre 30 et 60 joules. La ténacité du gluten dans les variétés modernes varie entre 150 et 350 joules. La différence est évidente si nous essayons de percer une pâte faite avec de la farine de blé moderne ou une pâte à base de farine d'un blé ancien.
Questo cosa significa? Significa che il lavoro che devo compiere per rompere quel glutine lì è circa da 5 a 7 volte il lavoro che devo compiere per rompere questo glutine. Ecco. Ma lo stesso i nostri enzimi? Sì, il sospetto è quello lì, questa è un'altra parte degli studi che stiamo conducendo. Cerchiamo di capire esattamente quale sia un glutine che meglio si adatti per avere un minore impatto sul nostro intestino. Si la ténacité du gluten pose un défi à notre organisme, pourquoi ces variétés ont-elles été sélectionnées? Andrea Ferrara est un producteur de pâtes sicilien. Il fait partie d'une nouvelle mouvance d'artisans qui utilisent des variétés locales anciennes de blé pour fabriquer les pâtes. Sa réponse est très directe. Il grano moderno ha un glutine più tenace, è più richiesto dall'industria perché facilita la lavorazione, accorciano i tempi di lavorazione, di conseguenza guadagnano di più. La révolution verte visait à résoudre la faim dans le monde sans trop se soucier des effets sur les organismes. Pourtant, l'augmentation de la ténacité du gluten ne suffit pas à expliquer les intolérances. Des études ont démontré que pour les individus sains, ce gluten plus tenace ne fait que ralentir la digestion. Il doit y avoir d'autres déclencheurs pour expliquer l'épidémie d'intolérance au gluten. Serait-il possible que le déclencheur de la maladie, chez une personne qui a une prédisposition, soit la quantité totale de gluten qu'elle absorbe au cours de sa vie? Nous savons que la quantité de gluten dans le blé n'a pas augmenté. Mais mangeons-nous plus de pain, de pâtes ou de pizza qu'auparavant? Selon une étude du ministère de l'Agriculture des États-Unis, la quantité totale de gluten que nous consommons de toutes sources serait en fait moindre. Et pourtant, le pain que nous mangeons n'est plus le même que celui de nos ancêtres. Dans ce pain-là, les micro-organismes du levain prédigéraient en partie le gluten. Aujourd'hui, des boulangers sont en train de se tourner vers le passé. Typiquement, la durée de fermentation d'une pâte à pain aujourd'hui en France, c'est 2 heures. Ici, c'est 2 jours. 2 jours, pas 2 heures, 2 jours. Quand vous faites fermenter cette pâte 2 jours, le temps, la fermentation décompose la molécule de gluten en microparticules, rend le pain totalement digeste, même aux gens qui ont des intolérances. La stragrande maggioranza delle persone, comprese specialmente quelle sensibili al grano, avrebbero molto vantaggio a mangiare prodotti molto fermentati a lungo, con il cristo tradizionale, cioè con i lieviti tradizionali. Non seulement le gluten n'est plus prédigéré par la fermentation, mais il est aussi ajouté à de nombreux produits de boulangerie industrielle. Depuis 1977, son utilisation comme additif pour les produits de four a triplé aux États-Unis. Si on mange beaucoup de pain industriel, on consomme plus de gluten qu'on ne le croit. Mais il y a pire. Une étude a dévoilé que près de 30% des produits alimentaires de supermarchés contiennent du blé ou du gluten. Le blé est devenu un ingrédient omniprésent dans les produits transformés, même là où on s'y attend le moins. Ce qui est paradoxal, c'est que même si nous mangeons en moyenne moins de produits céréaliers, les personnes qui consomment des aliments transformés ingèrent à leur insu plus de gluten. Plusieurs éléments suggèrent qu'il faut se tourner du côté des processus industriels pour comprendre cette épidémie d'intolérance. Des données récentes diffusées par des associations renforcent ce soupçon et suggèrent une piste de recherche bien plus alarmante. On s'entend? Bonne santé? On s'entend? Bonne santé? Génération Future est une association basée à Paris qui mène des campagnes d'information sur les risques liés à la pollution chimique dans les aliments et dans l'environnement. Il y a des biens publics dans ce monde. Tout n'est pas marchandise, tout n'est pas finance. L'eau, c'est un bien public. L'alimentation, c'est un bien public. Nous avons rencontré son directeur dans les locaux de l'association. On a échantillonné dans
des grands magasins ici en France, des céréales de petit déjeuner, des pâtes, du pain, des produits à base de céréales, des légumineuses, pois, haricots, lentilles. Et effectivement, après avoir fait analyser ça par un labo agréé, on s'aperçoit qu'on en retrouvait dans une proportion importante de glyphosate dans des quantités variables, mais ça pouvait aller jusqu'à plusieurs milligrammes par kilo dans certaines légumineuses. Le glyphosate, produit phare de la marque Monsanto, intégré au groupe Bayer en 2018, reste l'herbicide le plus vendu. Génération Future n'a pas été la seule organisation à trouver du glyphosate dans les aliments industriels. En Allemagne, etc., on a vu qu'ils ont testé des bières. L'Institut pour l'environnement de Munich a détecté du glyphosate dans 14 marques de bières populaires en Allemagne. Le taux le plus élevé représentait 300 fois la limite légale pour le glyphosate dans l'eau potable. De plus, une étude a révélé que sur un échantillon de la population allemande, 99,6% avaient des traces de glyphosate dans leurs urines. Il y a une partie importante de la population qui est exposée à ces produits, ce qui finalement n'est pas une surprise puisque le glyphosate est la matière active de pesticides la plus utilisée au monde et en Europe également. Au fil des années, les tests révélant la présence de résidus de glyphosate dans les aliments se sont multipliés. À chaque fois qu'une association indépendante réalise des tests, on détecte du glyphosate. Partout, on trouve un peu les mêmes résultats avec toujours des produits alimentaires à base de céréales ou à base de légumineuses qui semblent être la voie de contamination des consommateurs la plus importante. Des traces de glyphosate ont été trouvées dans beaucoup de bières et dans des centaines de produits céréaliers. Comment un herbicide utilisé pour préparer le terrain et combattre les mauvaises herbes se trouve-t-il dans tant d'aliments à base de céréales? Granosalus, une association de protection des consommateurs qui regroupe aussi des petits agriculteurs du sud de l'Italie, a étudié les résidus chimiques des marques de pâtes les plus courantes. Elle a trouvé des traces de moisissure, un métal lourd, ainsi que des traces de glyphosate. L'organisation a décidé d'alerter l'opinion publique sur le danger pour la santé de ces blés de mauvaise qualité et d'importation douteuse. Ils font par ailleurs chuter les prix locaux du blé dur utilisé pour les pâtes. Un fermier sicilien, qui a dédié son énergie à faire ressurgir des qualités de blé ancien qu'on croyait perdues, témoigne du désarroi des petits exploitants. In Sicilia nell'arco di 100 anni abbiamo perduto 1 milione di ettari di capacità produttiva, tutto abbandonato, nessuno più sta in campagna. C'est le temps de la moisson en Sicile. Près de la côte, 2 cargos étrangers entrent dans un port sicilien. Un agriculteur filme leur arrivée. Ils sont chargés de blé dur pour la fabrication de pâtes. Le blé bon marché importé au moment de la récolte fera baisser les prix localement. Si è dato un valore bassissimo alla materia prima, che sia frutta, che sia frumento, che sia animale, dove tutto quanto non supera mai o il 13 centesimi o il 30 centesimi, perché ci sono delle zone di produzione dove si produce a costi più bassi, magari dove non ci sono regole, e nell'utilizzo di insetticidi o nell'utilizzo di diserbanti, è chiaro che riescono a portare sulle nostre sponde un prodotto a costi più bassi. Le blé sur les cargos est contaminé par le glyphosate, accusent les agriculteurs locaux, qui réclament des contrôles plus stricts. Mélangé avec du blé local, cependant, ce blé peut être utilisé pour faire des pâtes portant le label Made in Italy. Siamo il paese numero 1, credo, al mondo per la produzione di pasta, quindi è chiaro che c'è un interesse dietro a questo. E in ogni modo la nostra produzione non raggiunge quasi mai la sufficienza, cioè nel senso che ogni anno di grano duro ne dobbiamo sempre importare dal 30 al 35%. Diciamo che la produzione del frumento duro si è sempre adattata molto bene agli ambienti mediterranei in generale. È una pianta che ha bisogno di caldo. Le blé dur est traditionnellement cultivé dans des climats chauds. Mais récemment, les choses ont changé. Des pays froids en sont devenus les plus gros producteurs.
primo produttore è il Canada sostanzialmente. Depuis les années 2000, de nouveaux grands acteurs, surtout le Canada et l'Ukraine, sont entrés sur le marché global du blé dur. Comment le Canada a-t-il pu devenir le plus grand producteur de blé dur au monde et être, avec l'Ukraine, l'un des principaux exportateurs de cette céréale, jadis mûrie au soleil? Si è imposto un tipo di agricoltura che consente di fare molte cose, tra cui anche coltivare fuori dagli areali di produzione. Ecco, con l'avvento anche degli anticritogamici ci si può permettere di coltivare in ambienti più umidi, come può essere la pianura padana, può anche essere il nord degli Stati Uniti o il Canada. Un sistema industriale vuole dei monofornitori, quindi vuole delle aziende da 1000-1500 ettari perché è più facile, perché il sistema va verso una semplificazione, quindi non vuole avere a che fare con tanti piccoli agricoltori. La domanda che si dovrebbero fare i nostri politici e i nostri decisori è da che parte noi vogliamo andare. Ecco perché con questo impianto aziendale noi non siamo in grado di competere con quel sistema. Ho visitato un'azienda dove nel sud del Brasile fanno soia e mais in stretta successione. È un'azienda che credo che sia, non mi ricordo se sono 40.000 ettari, cioè è una cosa che è grande come mezza provincia di Bologna. È gestita da 4 persone con gli elicotteri, tutto fatto con la chimica, no? Nous allons à Bruxelles pour rencontrer Olivier de Scuter, ancien rapporteur spécial aux Nations Unies sur le droit à l'alimentation et juriste spécialisé dans les droits économiques et sociaux. Nous lui demandons pourquoi certains choix de politique agricole commune ont nui à tant d'agriculteurs européens. Nous avons, depuis le début des années 60, la mise en place de la politique agricole commune, une politique qui a eu pour objectif principal d'augmenter la production de volume. Et ceci explique tous les choix qui ont été faits depuis en matière de subventions à la production, en matière d'infrastructures, en matière de logistique. Et il en est résulté que sont sortis gagnants de cet essorage de l'agriculture européenne un petit nombre de grands exploitants agricoles qui sont capables de réaliser des économies d'échelle, de produire pour des grands marchés. Et dans l'intervalle, beaucoup de petites exploitations ont disparu. Et donc il y a une véritable crise dans le monde agricole, avec les petites exploitations agricoles qui ne sont pas compétitives et qui disparaissent à très grand rythme. Nous avons un système alimentaire, des chaînes alimentaires qui, au fond, ont la forme d'un sablier. Un très grand nombre de fermes d'exploitation agricole, un nombre assez petit de grands acheteurs de matières premières, de traders, notamment pour les céréales, le lait par exemple, un nombre assez petit de grandes industries de transformation, Nestlé, Unilever, Danone, etc. Et puis un nombre relativement restreint de supermarchés, de distributeurs. Et puis évidemment un très grand nombre de consommateurs. Donc on a une chaîne de production avec à certains segments de la chaîne, à certains maillons de la chaîne, une très forte concentration de pouvoir économique. So the global grain trade today is dominated by just a handful of large grain trading companies. The biggest of these companies are often referred to as the ABCD companies, which stands for the first letter in the names of each of these companies. So that's Archer Daniels Midland, Bunge, Cargill, and Louis Dreyfus Commodities. Most estimates put the control that they have in the grain trade at around 70% of the market in just the hands of just 4 companies. The value of global trade today in food is around $1.5 trillion, and that's really been rising quite significantly. La production de pesticides et la propriété des semences sont elles aussi concentrées entre 3 sociétés. Les régulateurs semblent être dans l'impossibilité de mettre des limites à ces oligopoles. Un tel niveau de concentration dans le secteur alimentaire, qui se retrouve entre les mains d'une poignée de sociétés privées, est une menace pour la sécurité alimentaire mondiale. La géopolitique de la nourriture est le domaine d'étude de Jennifer Clapp. Experte en politique alimentaire, elle leur a dédié son dernier livre, intitulé « Food », nourriture. Elle réside au bord du lac de Côme pour une retraite d'écriture. There's a growing distance in the global food system
which refers not just to the physical distance, the miles that or kilometers that food travels from farm to plate. The physical distance on average is around 2,500 kilometers, but also a distance that is kind of a mental distance where we lack some basic information about the ways in which our food was produced. We've seen the world food system become more and more globalized, and what the distance does is it obscures when wealth and power concentrate. It obscures the way that certain players like large agri-food corporations are, in a way, setting the rules of the game in ways that might take power away from consumers or take power away from producers. Le message de l'industrie agroalimentaire, qu'il faut produire toujours plus, est un message extrêmement problématique parce qu'il conduit à des choix agronomiques, des choix de production à haut usage d'intrants, de pesticides, d'engrais qui sont très problématiques pour le maintien des écosystèmes. Ces conséquences sont tout à fait ignorées dans ce discours productiviste qui aujourd'hui domine encore dans les médias. Ces choix agronomiques semblent menacer la santé humaine. Les tests montrent que le glyphosate est présent aujourd'hui dans beaucoup d'aliments et de boissons à base de céréales. Le glyphosate jouerait-il un rôle dans l'épidémie d'intolérance au gluten? Thierry Vrain pourrait connaître la réponse. Il est l'ancien chef des biotechnologies à Agriculture Canada, l'organisme responsable des politiques agricoles du pays. Nous le rencontrons lors d'une de ses visites à Paris. When I was working for the government, when I was the head of the place, I basically took it upon myself to explain to people that genetic engineering is a very simple technology. And this fear of playing God isn't quite, logical. But then a few years later, there were some very well done studies showing that if actually you fed GMO crops to rats, they got sick. And that, to me, was like, how can that be? Cette découverte a été le début de la conversion de Thierry Vrain à l'agriculture verte. Il est aujourd'hui l'un des plus réputés lanceurs d'alerte sur les dangers de l'agriculture industrielle, dont il connaît tous les revers. Some people, I'm told in Scotland, and definitely in Canada, learned that they could spray crops that are not quite matured. And if you have 1,000 acres of wheat and the fall is coming, your crop will not ripen, and if you harvest it now, you either will have to dry it or lose a lot of it to mold. And since the chemical had been approved as having no toxicity whatsoever, there shouldn't be any problem spraying it on food crops. Les cultures sont pulvérisées avec l'herbicide juste avant la moisson afin de les sécher. Cette pratique assez récente de pulvériser les épis presque mûrs est appelée maturation chimique ou dessiccation. Alarmé par les résultats des études indépendantes publiées partout dans le monde sur le glyphosate, Vrain a commencé à en étudier de près le fonctionnement. In 1974, the herbicide was formulated and released as Roundup. It was an instant success, not like most herbicides which kill a family of plants or a few families of plants but not others. This chemical kills all plants. Roundup, no root, no weed, no problem. 20 ans plus tard, en 1996, Monsanto fait une nouvelle avancée en modifiant génétiquement les principales cultures pour que le glyphosate ne les endommage pas, mais tue uniquement les mauvaises herbes. So they engineered resistance into plants, genetically modified organisms, GMOs. All the major crops were engineered to be resistant to the herbicide. When glyphosate was used as a herbicide, you have some contamination. But let me label it minor. Because now in 1996, we're spraying the crops themselves and harvesting them 2 or 3 months later. Mais le pire était encore à venir. À partir de 2000, si le climat ne permet pas aux cultures de mûrir,
on les mûrit artificiellement juste avant la moisson par une pulvérisation d'herbicides qui tue la plante et prive d'eau ses graines. Now we are not spraying the crop at the beginning of the season, we're spraying the crop right at harvest time. So the residues, they're not minor or major anymore, they're like maximum. You cannot contaminate your crop with higher residues than doing that. Le glyphosate est pulvérisé juste avant la moisson sur toutes les céréales, les graines et les légumineuses. Cela concerne au total environ 200 cultures. Les quantités d'herbicides pulvérisés dans le monde à partir de 2000 ont explosé. La dessiccation a donc servi à implanter des cultures dans des climats froids, comme le blé dur utilisé pour les pâtes. Da noi questo tipo di trattamento sul frumento non è ammesso col glifosate, perché ovviamente è un trattamento che viene fatto quando è già presente la spiga, e quindi è chiaro che una parte del prodotto va a finire direttamente all'interno delle cariosti, cioè dei semi, e quindi da noi non è ammessa. Negli Stati Uniti e in Canada sono pratiche che sono ammesse. Pourtant, dans aucun pays les consommateurs ne sont à l'abri de produits contenant des céréales d'importation, provenant de pays où la dessiccation est pratique courante. Selon un document de Monsanto, la dessiccation en Europe n'est pas autorisée dans les pays où le soleil mûrit les cultures, ni en Suisse, en Finlande et en Wallonie. Plus récemment, le Danemark l'a interdite à moins de 30 jours de la récolte, une mesure assez dérisoire. Pire encore, la France interdit officiellement la dessiccation. Mais les agriculteurs peuvent pulvériser leurs champs avec du glyphosate jusqu'à 8 jours avant la moisson, sous prétexte de combattre les mauvaises herbes. L'Allemagne se limite à déconseiller la dessiccation. Partout, les données sur cette pratique scandaleuse sont opaques, comme si c'était l'intérêt de beaucoup de monde qu'elle ne soit pas révélée au grand jour. Le glyphosate est commercialisé par plus de 40 marques aujourd'hui. Et 300 formulations différentes sont disponibles sur le marché européen. So basically all the grain and seed crops in North America and in many countries in Europe and other in the world are sprayed right before harvest, right before they're going to be used to make food. Okay, your loaf of bread, the grain could have been harvested a month ago, and it's heavily contaminated, very heavily contaminated with this herbicide, with glyphosate. Depuis plus de 20 ans, des quantités croissantes de glyphosate sont pulvérisées directement sur 200 cultures, y compris le blé, juste avant la récolte. Aux agriculteurs, on a toujours répété que le glyphosate était sans risque. Ces mêmes années, une multiplication des cas de cœliakie et la montée d'une nouvelle sensibilité au gluten ont été enregistrées. Sommes-nous vraiment sûrs que le glyphosate soit sans risque ? Les scientifiques savent que le seuil qui conduit à la maladie cœliaque se traverse facilement. Et si c'était justement le glyphosate le déclencheur de la maladie? Le creuset qui garde la balance de notre santé est le microbiome. Et c'est là qu'il faut chercher la réponse. Des milliards de micro-organismes, surtout des bactéries, habitent le corps humain et vivent une vie symbiotique avec nous. Chaque partie du corps a ses propres organismes spéciaux, mais le plus grand nombre d'entre eux se trouvent dans les intestins. So if you change your lifestyle to the point that will change the composition and most important, the microbiome function, and you break tolerance and you develop celiac disease. And that can be a way that you can explain why people, they eat gluten for 50 years, they're fine, and then they break tolerance in their late years. Because something else put in motion that genetic predisposition to move that to clinical actuality, and that was the microbiome. Le microbiome est le pianiste qui joue l'air de la santé ou de la maladie. Il détermine l'équilibre de notre corps. Mais le microbiome est extrêmement sensible aux influences extérieures et facilement dérangé. We're changing the environment very much from what was the original plan of evolution. And if we go back to the concept, we're part of a circular life, so to speak. What is in the soil, what is in the water, what is in the air would definitely affect us as a human being and affect our microbiome. So
Are we surprised at these epidemics? I would be surprised otherwise if they would not be around. Glyphosate damages your microbiome. Your microbiome is a super organ which we've just discovered, really, become aware of its incredible importance in the human body. It speaks and controls all your organs. You are putting in your food a molecule that is antibiotic that damages the microbiome, that damages the diversity, because it's a huge community. There's thousands of species living together in our gut. Le glyphosate est un antibiotique à large spectre. Quel est l'effet d'un régime antibiotique pris tous les jours à faible dose, et cela dès la naissance? Here comes this food contaminated. This is now your food, and this is what you eat, and the diversity in your microbiome is reduced, and one day one of your organs is not functioning anymore as well as it should, and you get chronic disease. Par le biais d'un mécanisme subtil, le glyphosate peut conduire à un sabotage complet de notre organisme. C'est la bouleversante découverte de Stéphanie Seneff. Biologiste au MIT et experte en intelligence artificielle, elle a réalisé une méta-analyse de toute la littérature scientifique concernant l'herbicide et a découvert par quel mécanisme il s'insinue littéralement dans toutes les cellules de notre corps. Une découverte importante sur laquelle elle vient d'écrire un livre. It was about 12, 13 years ago that I got concerned about the autism rates in the United States. Certainly, I felt that there must be an environmental factor or more that is causing the autism, so I wanted to figure that out. And I believe I have found that mechanism, and I believe it is because glyphosate is acting as an analog of the coding amino acid glycine, and it's getting into proteins by mistake in place of glycine. Glyphosate is an amino acid analog. It's glycine with a small tail. Glycine methylphosphonate, a phosphonic acid salt. And the biochemical machinery in the cell when they make proteins, it does not seem to be able to tell the difference between the amino acid and the amino acid analog, so that the amino acid analog is incorporated into the proteins when they're made in the cells. This is a really insidious, dangerous mechanism of toxicity, which means that it will accumulate inside your proteins throughout your body, stuck inside the protein causing trouble. And many, many different problems arise in those proteins when you replace glycine with glyphosate. En remplaçant la glycine dans les protéines, le glyphosate peut mener à l'empoisonnement de l'organisme entier. Cela a forcément des conséquences néfastes. Le professeur Seneff a retrouvé une correspondance presque parfaite entre usage du glyphosate et augmentation de la maladie cœliaque. Mais les conséquences pour notre santé ne se limitent pas à cela. I have a friend named Nancy Swanson who actually looked at a lot of statistical analyses of disease frequencies, disease incidence over time, aligning it up with glyphosate usage on core crops in the United States, and she found remarkable correlations with a huge list of different diseases. People say, well, correlation doesn't mean causation, and glyphosate is safe, so don't worry about it. But you have to say, if it's not glyphosate, what is it? Il est choquant de voir une si parfaite correspondance entre la fréquence de ces maladies chroniques et l'augmentation des quantités de glyphosate utilisées. Mais est-ce que les régulateurs se sont alarmés des résultats de ces études? Bien au contraire. Au cours des 20 dernières années, les régulateurs américains ont énormément augmenté les niveaux maximaux de résidus de glyphosate autorisés dans les denrées alimentaires. En Europe, depuis qu'une réglementation commune a été mise en place en 2008, les résidus de glyphosate autorisés dans les céréales, en particulier dans l'orge et le blé, sont de 100 à 200 fois supérieurs aux résidus tolérés dans les légumes. Cependant, ce paradis pour les lobbies de l'agrobusiness commence à se fissurer en 2015, quand le CIRC, Centre international de recherche sur le cancer, classifie le glyphosate comme probable cancérigène pour l'homme.
La réglementation applicable en Europe aujourd'hui, c'est qu'un pesticide qui est un cancérigène probable sur l'humain doit être interdit indépendamment de la dose à laquelle on l'utilise, point barre. Et avec une réglementation comme ça, si l'évaluation du cirque passe, le glyphosate en Europe, c'est terminé. Quelques mois plus tard, on a l'EFSA, l'Agence européenne de sécurité des aliments, qui aboutit à la conclusion inverse, que le glyphosate ne cause probablement pas le cancer chez les humains. Comment les études des autres agences, soit en Europe, soit aux États-Unis, ont-elles pu aboutir à des résultats opposés à celles de l'étude du cirque? Corporate Europe Observatory, le chien de garde des lobbies basés à Bruxelles, et Génération Future à Paris, ont tenté de comprendre pourquoi. En Europe, l'évaluation d'un produit réglementé, comme le glyphosate, elle est d'abord faite par l'industriel qui le fabrique lui-même. À la différence du cirque, qui a pris en compte toute la littérature scientifique publiée, les agences européennes d'évaluation des risques ont fondé leurs décisions principalement sur des études qui ont été financées ou produites directement par l'industrie. Et les industries qui ont investi beaucoup d'argent sur une substance veulent forcément en obtenir un profit. Alors là, c'est frappant. Selon que vous regardez l'évaluation de la littérature faite par le cirque, on penche très nettement pour un oui. Le glyphosate, même tout seul, est génotoxique, altère l'ADN, etc. Selon que vous regardez les données industrielles, c'est le résultat inverse, c'est non. Étant couvertes par le secret industriel, seules quelques études de l'industrie sont publiées dans des revues scientifiques. Elles ne sont donc pas validées par la communauté scientifique. De plus, contrairement aux études du cirque, les autres études sont à court terme. Elles ne considèrent donc pas les accumulations dans les organismes et se penchent sur le glyphosate seul, pas à ce qui est réellement pulvérisé dans les champs, à savoir des ensembles de composants tout aussi mortifères qui s'ajoutent au glyphosate. Les produits qui contiennent la matière active sont évalués, autorisés au niveau des États membres. Les tests sur la toxicité chronique de l'ensemble ne sont pas faits en Europe, mais non plus dans les États membres. Ce sont des études qui coûtent des millions d'euros. Et effectivement, aujourd'hui, ce n'est pas réalisé. L'EFSA, l'Autorité européenne de sécurité des aliments, qui est en charge de protéger les citoyens européens des risques liés à la chaîne alimentaire, n'a pas accepté notre requête d'interview sur les effets à long terme des résidus de la dessiccation au glyphosate sur les céréales. Le moins que l'on puisse dire, c'est que ce processus de réglementation échoue dans sa mission de protéger la santé publique. Comment croire que des évaluations basées exclusivement sur les données scientifiques fournies par l'agrobusiness peuvent être équitables? Pourquoi des décisions aussi importantes pour la santé de tous ne sont pas soumises au contrôle de scientifiques vraiment indépendants? Pourquoi est-ce que d'habitude, ils n'ont pas besoin de faire du lobbying au niveau politique? C'est parce que le système réglementaire lui-même, en général, produit des décisions dans leur intérêt. Pourquoi? Parce qu'il est basé sur leurs propres données, parce qu'il est basé parfois sur leurs propres experts, et parce qu'il est aussi basé sur des protocoles qu'ils ont eux-mêmes influencés. C'est indéfendable politiquement. Sauf que c'est la loi. Encore une fois, c'est-à-dire que ça, c'est Snowden qui dit ça très bien. C'est le scandale, c'est ce qui est légal, souvent. Encore une fois, ce sont souvent les lobbyistes qui font la loi. Ou en tout cas qui essayent d'y participer. C'est même à ça qu'ils servent. Ces règles de l'Union européenne consistent littéralement à demander aux loups de protéger la bergerie. Est-il étonnant alors qu'une épidémie de problèmes liés au gluten et de maladies chroniques auto-immunes sévissent dans le monde? Pourquoi les autorités semblent-elles impuissantes à protéger la santé publique? Nous allons à Paris pour poser cette question à l'économiste Jacques Sapir, expert des accords de libre-échange. La raison se trouve dans l'ensemble des normes qui régissent l'Organisation mondiale du commerce, un organisme dont les réglementations sont au-dessus des lois étatiques et de l'Union européenne elle-même.
Admettons qu'un État décide de monter des réglementations de protection de la population, par exemple en pénalisant les producteurs de cigarettes ou en pénalisant les producteurs d'hydrocarbures, ou en mettant des normes, etc. Une société internationale, une société multinationale pourrait attaquer à ce moment-là le gouvernement en disant j'ai fait des investissements dans un certain cadre réglementaire, vous changez le cadre réglementaire, donc vous me faites perdre de l'argent, donc je vous attaque. Donc on voit là, il y a un danger extrêmement évident en matière de libre choix souverain d'instaurer de nouvelles normes sanitaires qui évidemment ne plaisent pas aux sociétés multinationales pour qui évidemment seul compte le profit. Mais les décisions de l'OMC doivent être prises à l'unanimité, ce qui conduit vite à la paralysie. En réalité, l'OMC est paralysé depuis maintenant, grosso modo, une dizaine d'années, ce qui a suscité de nouveaux accords, et des accords qui sont plutôt des accords de zone géographique, qui visent logiquement à remplacer l'OMC. Le CETA, l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada, est l'un de ces nouveaux traités. Notre demande d'interview étant refusée par l'équipe du néo-commissaire européen à l'agriculture, nous décidons de chercher des informations sur le site web officiel. It is the most modern and advanced trade agreement ever made, actually. And it opens up fantastic possibilities for entrepreneurs and companies and consumers in Europe, but also in Canada. And it strengthens, of course, the very tight friendship and alliance we have with our Canadian friends. Ce traité contient aussi des dispositions qui protègent les investissements des sociétés multinationales contre l'application de lois strictes en matière de sécurité alimentaire. Ces accords, ils portent très peu sur les droits de douane parce que les droits de douane sont déjà relativement faibles du fait de l'OMC. Mais ils portent sur ce qu'on appelle les barrières dites non tarifaires. De quoi s'agit-il? Il s'agit essentiellement des réglementations qui existent dans chaque pays ou dans chaque groupe de pays pour protéger la population. Et à partir de là, évidemment, on considère dans les sociétés multinationales qu'il s'agit de formes de protectionnisme. Il y a un autre exemple qui peut se donner, par exemple, sur l'emploi de certains engrais ou au contraire la réduction de l'emploi de certains engrais. Alors, voilà, il y a le cas du glyphosate qui est soulevé en particulier en France et puis dans d'autres pays européens, qui pose d'ailleurs un véritable problème parce que les paysans eux-mêmes disent « mais on ne peut pas arrêter de produire du glyphosate ». Bah si, je pense qu'on peut tout à fait imposer une sortie du glyphosate à relativement court terme, mais il faut dire à ce moment-là qu'il faut interdire l'entrée aux produits qui ne respecteraient pas cette réglementation. Et c'est là que les sociétés multinationales disent « Ah non, 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 vous faites ce que vous voulez, mais nous, on veut toujours avoir le droit de vous vendre des produits qui contiennent du glyphosate. » Évidemment, cela ne peut pas marcher. Et donc là, on voit qu'il y a un conflit très net et très immédiat entre les demandes des consommateurs qui, en réalité, demandent de plus en plus de sécurité, de plus en plus de qualité sur les produits agroalimentaires et la volonté des entreprises multinationales qui est au contraire de démanteler l'ensemble des protections dites non tarifaires. L'instrument dont les consommateurs ont besoin pour se protéger est une traçabilité complète de la chaîne de transformation des aliments. Mais les lois en matière d'étiquetage ne rendent pas obligatoire l'indication de provenance des matières premières. Ce n'est pas une omission insignifiante dans l'information des consommateurs. Au contraire, si un pays essaie d'introduire des normes plus sévères, il peut être menacé d'un recours au tribunal de l'OMC. C'est ce que le Canada a fait lorsque l'Italie avait introduit à titre d'expérimentation l'indication de la provenance du blé dur sur les paquets de pâtes. Le processus démocratique de l'Union européenne exige que le CETA soit ratifié par les 27 États membres pour pouvoir entrer en vigueur. La démocratie prend du temps et le business ne peut pas attendre. Alors, en 2017,
la Commission européenne a approuvé le traité, mais seulement de façon provisoire. Et les échanges avec le Canada ont pu commencer. Soumis à des accords de libre-échange comme le CETA, les consommateurs se retrouvent de plus en plus seuls pour protéger leur santé. Sommes-nous sûrs d'avoir les bons instruments? We now are seeing very high levels of consumption of what are called ultra-processed foods. And these foods are foods that are highly processed with multiple ingredients. And they transit through the global food system. They could be ingredients that are increasingly traded globally in complex global supply chains. And it's very difficult to get information about how those foods were produced, what are the social and ecological costs, etc. La distance, l'ultra-transformation et le manque d'informations sur nos aliments se traduisent par une mauvaise nutrition. Increasingly, we're eating a more uniform kind of diet, very few varieties, for example, of major cereals. And so we're seeing a rise in these kind of deficiencies in micronutrients that can be really debilitating for people. Somewhere around 2 billion people are suffering from these kind of micronutrient deficiencies. À Boston, nous rencontrons l'auteur de dizaines de livres sur les rapports entre manque de nourriture et crise de la démocratie, ou sur l'agriculture et ses impacts sur la planète. I think what we need to understand is that food and the eating of food and getting nutrition are parting ways. That we used to think, oh, if I eat enough, then I will be healthy. And that is increasingly not true. That's not true because of the highly processed food and so much put into these processed foods that are not good for us. So that is the tragedy today. Le glyphosate pourrait être une des causes du manque de micronutriments dans les aliments. Glyphosate has been shown to be a very, very effective at binding to metals, especially zinc, iron, manganese, magnesium, cobalt. So these are all very important micronutrients, minerals that are essential to the functioning of our cells. Étant un déminéralisateur, le glyphosate rend indisponibles des métaux précieux pour notre organisme. Pour les patients cœliaques, la carence en micronutriments est une préoccupation en soi, accentuée quand ils consomment des aliments ultra-transformés. Depuis que le gluten a pris sur lui toute la responsabilité des intolérances, l'industrie alimentaire a créé le secteur incroyablement rentable des produits sans gluten. C'est ainsi que le capitalisme fonctionne. Il crée un problème, et plutôt que de le résoudre, il crée un nouveau business pour résoudre le problème, a dit le journaliste américain Michael Pollan. Ce secteur d'activité qui chiffre plusieurs milliards de dollars est en plein essor. Les consommateurs semblent être pris dans un cercle vicieux. Manger de la nourriture industrielle, tomber malade, puis être amené à consommer une autre nourriture industrielle de surcroît extrêmement chère. Nous allons visiter le QG du Dr Char, un leader mondial du secteur sans gluten, pour comprendre pourquoi ces produits coûtent si cher. Glutenfreie Produkte, und Share ist keine Ausnahme, hat mal ein ganz anderes Preisniveau als der große Standard, die große Masse. Dass die Losgrößen, die wir nur ein Bruchteil sind von denen, was die großen Giganten der Lebensmittelindustrie produzieren. Und daraus kommen natürlich Kosten, die getragen werden müssen. Aber die Kosten, die getragen werden müssen wieder eine wichtige Möglichkeit geben, auch für Forschung in die Zukunft zu schauen. Les aliments sans gluten sont des produits de niche spécialement conçus, comme les médicaments, pour répondre à des besoins particuliers. Pourtant, selon un rapport récent, la taille du marché mondial des produits sans gluten devrait atteindre 36 milliards d'euros en 2027, avec une croissance annuelle de 9,2%. Das ganze Thema glutenfrei ist in den letzten Jahren von einem Trend wie eine Welle erfasst worden. Das hat uns natürlich von einem Umsatz her gut getan, aber es war doch etwas problematisch von unserer Einstellung zu unserer Aufgabenstellung. Wir wollten immer etwas Konkretes
Und jetzt haben wir eine Welle von sehr emotionellen Faktoren, die wir befriedigen mussten. If you dig into the reason why they go gluten-free, and there has been a survey, half of these people will say, I'm gluten-free because it's healthy, it's healthier. Mais si vous n'êtes pas atteint de la maladie cœliaque, est-ce que manger des produits sans gluten est vraiment plus sain? Going gluten-free is not that will impact you, God knows how, because gluten, nutrition speaking, is useless. We can do without it. But you eliminate, vitamins, fibers, minerals that are very important to our health. L'amidon est un substitut fréquent de la farine et un ingrédient clé dans de nombreux produits industriels sans gluten. Les amidons ne contiennent presque aucun ingrédient nutritif, mais beaucoup de calories. Le véritable défi des produits sans gluten est le manque de nutriments et de fibres. Des études ont montré que les régimes sans gluten sont pauvres en fibres. Les micronutriments sont également faibles, en particulier la vitamine D, la vitamine B12 et l'acide folique, en plus de minéraux tels que le fer, le zinc, le magnésium et le calcium. Quelle est donc la meilleure alimentation pour les personnes sensibles au gluten ou cœliaques? Allora, il Padre Eterno, per sua grazia, ci ha donato la stragrande maggioranza degli alimenti senza glutine. Il celiaco può mangiare tutto il riso che vuole, tutto il mais che vuole, tutti i legumi che vuole, tutti i vegetali che vuole, tutte le pietanze che vuole, tutto quello che esiste, patate e tutto il resto. Non ha bisogno di mangiare per forza la farina di grano. Dunque il prodotto naturale senza glutine è la vera terapia della celiachia. Qu'en est-il de ceux qui mangent sans gluten parce qu'ils veulent perdre du poids? That honestly is a laughable proposition, particularly if you use or abuse of gluten-free counterparts of gluten-containing products. So gluten-free pasta, pizza, cookies, and so on and so forth. They tend to be hypercaloric compared to the gluten-containing counterparts. Le sans gluten a un rôle à jouer lorsque les symptômes de la maladie cœliaque ne disparaissent pas. Lorsque des personnes cœliaques souhaitent manger du pain, une pizza ou un plat de pâtes pour ne pas se sentir différent dans une société dont les produits de base sont souvent à base de blé. Ich bin froh, dass ich von vornherein innerhalb des Unternehmens gesagt habe, wir sind nicht Mode, wir haben reelle Bedürfnisse zu befriedigen. Les aliments produits et transformés par l'industrie sont pauvres en nutriments et parfois toxiques, et mettent en danger la planète et notre propre santé. Un changement radical de paradigme agricole semble s'imposer. Mais une agriculture sans chimie peut-elle vraiment être une alternative? There are alternative agricultural systems that can address some of the big problems associated with the industrial production model. And one of the most promising of these models is agroecology. Agroecology is much more natural and much more diverse, and involves not monocropping but more diverse production systems, which are excellent ways to preserve not just nutritional diversity, but also diversity of landscapes that is important for the preservation of wildlife biodiversity as well. L'agricoltura biologica può sfamare il pianeta? Io dico di sì, ne sono certo che può farlo, ma bisogna cambiare tante cose. Bisogna cambiare un sistema produttivo, bisogna cambiare l'intera filiera. Nous devons exiger une modification des systèmes alimentaires. Des rendements moins élevés, mais une valeur nutritive plus élevée. Lee Rossi et l'association qu'il dirige, Simenza, ont fait revivre des variétés anciennes de blé sicilien. Des études sont en train de prouver que ces variétés anciennes, cultivées sans herbicides, ont un impact bénéfique sur la digestion, même chez les sujets plus sensibles. Da una quindicina d'anni abbiamo ripreso la coltivazione di queste varietà, istituendo la figura dell'agricoltore sementiero, che si prende una varietà e la porta avanti, la cura, la tiene in purezza, e questo sta attivando anche un sistema di trasformazione in farina, e poi dalla farina al pane, alla pasta, ai biscotti, tutto un contorno di imprenditori che grazie a questi grani locali, chiamati grani antichi,
sta riuscendo a inventarsi una nuova economia. En Wallonie aussi, la dessiccation est interdite. Une organisation indépendante diffuse des informations et des modèles de travail alternatifs pour l'agriculture, créant de nouvelles relations. Nature et Progrès développe ici en Wallonie une campagne Wallonie sans pesticides. Les pesticides, c'est vraiment le passé. On doit aller vers le zéro pesticide. Donc en agriculture biologique, on travaille plus avec la nature, avec les animaux, avec les végétaux, que contre en fait. Marc nous emmène visiter une ferme qui cultive des céréales biologiques. Elle est le premier maillon d'une filière locale allant de la production d'orge biologique à la consommation de bière. Voilà, ici on peut voir qu'en agriculture biologique, on doit quand même être sérieusement équipé. L'agriculture bio a besoin de modernité. On est sur des grandes parcelles, on veut nourrir beaucoup de monde. Alors ça c'est une hersétrie, c'est une machine qui nous permet de désherber les champs, donc de lutter contre les mauvaises herbes dans les champs. C'est un peu notre herbicide, qui est le pesticide qui permet de lutter contre les mauvaises herbes dans les champs. Pas besoin d'engrais chimiques. Donc sur ce champ, pour le moment, on est en train de cultiver un interculture, un engrais vert. Il faut savoir qu'avant de nourrir les hommes, pour bien nourrir les hommes, on doit bien nourrir notre sol. Pas de dessiccation sur leur récolte d'orge. Ils allient de bonnes pratiques agronomiques à une aide mécanique. Ici, on est vraiment dans une ferme modèle à ce niveau-là, puisque c'est une ferme qui produit des légumes, des céréales, un élevage de poules, élevage de porcs, élevage de bovins, un magasin, un restaurant, associé à une brasserie. C'est-à-dire que tous les produits sont transformés et vendus directement aux consommateurs. Parce que pour Nature et Progrès, l'aliment doit rester un lien entre deux personnes, le producteur et le consommateur. Ce que nous voyons, ce sont toutes les étapes de la fabrication de la bière biologique. De la macération de l'orge et du blé au liquide doré. Pour nous, ça n'a pas de sens que les matières premières fassent d'aussi grands déplacements, donc parcourent des milliers de kilomètres pour arriver ici, alors qu'on peut très bien les produire ici. Historiquement, on produisait de l'orge brassicole en Belgique, on produisait du houblon, on est vraiment au bon endroit pour ça, donc nous on pense que c'est important de favoriser le retour de ces cultures et de la production de ce type de matières premières ici. Ça, c'est notre vocation. Près de Bologne, Poder et Santa Croce couvrent tout le processus du champ à l'assiette, avec des méthodes de culture durables qui offrent des produits au goût et aux qualités nutritives irréprochables. 20 anni fa sono passato dall'agricoltura convenzionale a quella biologica per un evento che capitò. Quindi ebbi la mia prima figlia, che adesso ha 20 anni, che era piccolina in giardino, e io ero col trattore che stavo dando il diserbo, quindi questa macchina che spruzza erbicidi sulle piante, stava andando verso mia figlia che vedevo lontano in giardino, e questa cosa mi sconvolse perché stava andando con del veleno verso la generazione futura. E ho trasformato l'azienda agricola in un organismo vivente, quindi a ciclo chiuso, multifunzionale. Tutto quanto è imperniato sul ristorante come agriturismo, dove ospito le persone nel weekend e do da mangiare il 70% di prodotti interni alla mia azienda. Andrea collabora avec l'Université de Bologne. Gli agricoltori si sono consociati tra di loro in questo marchio collettivo. Il marchio si chiama Virgo e Virgo produce questa popolazione, questo frumento particolare che è nato da una serie di incroci che abbiamo fatto con delle varietà antiche, quindi abbiamo creato una nuova popolazione. Gli agricoltori decidono anche il prezzo di vendita con un approccio di fratellanza, non di competizione, no? E poi producono farine, vengono a macinare qui da Andrea. But the problem is that agroecology isn't receiving the kind of support, state subsidies that go to the more dominant agricultural system. And it's also not profitable for the big corporations, so there's going to be very little support. L'enjeu essentiel aujourd'hui, c'est de réformer la politique agricole commune de manière à ce que les subventions qui vont aux agriculteurs, aux agricultrices, et c'est un montant très considérable, 58 milliards d'euros par an, soient réorientées vers des pratiques agroécologiques qui créent de l'emploi dans l'agriculture et qui soient beaucoup plus soutenables, durables, permettant au sol de maintenir leur santé et permettant une alimentation plus équilibrée pour la population européenne.
Une nourriture saine pourrait-elle enrayer l'augmentation d'intolérance au gluten? Si ce sont nos bons microbes qui maintiennent l'équilibre de notre santé, que pouvons-nous faire pour les garder en bon état? You eat 3-4 times a day, and it's by far the most impactful, element that can change the composition and function of the microbiome. They eat what we eat. If we want to really repercur evolution, where we're used to eat in the past, a lot of fruits, a lot of vegetables. Why? Because they don't run. You just pick them. Very little meat, because you gotta catch them. And it's lean meat, because these animals, they're predators. A little bit of fish, tubers, nuts, olive oil. So in other words, I'm describing the Mediterranean diet, in other words. Do we eat that way now? Surely we do not. Alors, la première chose, c'est on achète en matière première. Dans 99,9% des cas, ce sont des produits issus de l'agriculture biologique. Pourquoi? Parce que pour que les produits aient du goût, il ne faut pas qu'il y ait de compromis sur le mode de culture, d'élevage. Donc, braves gens qui continuent à manger du pain et des croissants, arrêtez de manger n'importe où et n'importe comment. Vérifiez ce qu'il y a dans vos assiettes. En l'occurrence, pour tout ce qui touche à la farine, si ce n'est pas bio, vous n'y touchez pas. Vous n'y touchez même pas. Comme le dit l'adage, les aliments peuvent se transformer en médicaments. Les aliments qui contiennent du gluten ne sont pas du poison. S'ils le sont devenus, c'est en raison de l'industrialisation de l'agriculture et de l'influence des grands groupes sur les régulateurs. Mais le travail de sensibilisation des associations est en train de porter ses fruits. Des multinationales du secteur alimentaire ont récemment annoncé qu'elles ne vont plus acheter de céréales soumises à dessiccation. Et à partir de 2022, les données que l'EFSA reçoit des industries seront publiées. Et malheureusement, on n'a pas réussi à obtenir que ce soit par exemple des scientifiques indépendants qui fassent les études. On n'a pas réussi à faire en sorte que ce soit l'EFSA qui en commande la production et l'interprétation, par exemple, ce qu'on aurait largement préféré. Voilà. Bon. En tout cas, mais sur la question de la transparence des données, on a gagné ça. Bon, c'est très important, ça ne suffit pas. En parallèle, des millions de fermiers et d'artisans sont en train d'unir leurs forces pour créer des filières alimentaires courtes qui produisent de la nourriture locale plus saine. Des marchés de produits locaux apparaissent un peu partout. Certes, la malbouffe est bon marché, mais au prix de répercussions toxiques sur l'environnement et notre santé. Notre pouvoir réside dans notre capacité de choisir. Plus nous achetons d'aliments sains, plus nous participons à construire le monde que nous voulons.